Amis internautes, nous recevons ce matin Dr Anegra Prince Igor. Il est le président de l'Association des médecins d'entreprise de Côte d'Ivoire, avec qui nous allons parler de santé en milieu professionnel. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Dites-nous, la pratique du sport en milieu professionnel est-elle nécessaire? Alors, je dirais qu'elle est plus que nécessaire. Elle est plus que nécessaire parce que la pratique de l'activité physique est régulière et nécessaire pour le travailleur parce qu'elle permet d'abord d'éliminer toutes les maladies de surcharge. Elle permet aussi à l'organisme, au travailleur, de pouvoir prévenir toutes les maladies aujourd'hui qu'on appelle les maladies non transmissibles chroniques qui minent aujourd'hui la vie du travailleur et qui minent aujourd'hui l'activité, la rentabilité sur le travail et qui détruit aujourd'hui les économies, les budgets de santé sur le travail. Donc aujourd'hui, nous disons que l'activité physique et régulière est plus qu'importante. Alors, la difficulté pour les travailleurs, c'est que la plupart évoquent le manque de temps pour faire de l'activité physique. Comment faire pour allier tout cela? Travail et sport. Déjà aujourd'hui, c'est vrai qu'il est dit que certains travailleurs évoquent le problème de temps. Mais nous n'avons pas su aujourd'hui apprécier ce manque de temps. Il faut le quantifier. Il faut faire une enquête pour savoir quel type de manque de temps est annoncé. Il est important aujourd'hui de faire une activité physique et régulière sur le travail. Et cela est d'autant plus important que quand c'est commandé par la direction, quand il y a un engagement de la direction où l'entreprise prend sur elle d'offrir au moins des heures sur l'heure de travail pour pouvoir faire du sport, je crois que le travailleur se trouve motivé, il se trouve compris et il comprend l'intérêt de la pratique physique et sportive sur le travail. Deuxièmement aussi, il est important aussi de pouvoir le faire en dehors du lieu de travail. Quand c'est de fait en dehors du lieu de travail, il y a un accompagnement qui est fait par le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise peut pouvoir financer, sponsoriser, donner une aide au travailleur qui va dans une salle de remise en forme ou une salle de fitness. C'est le cas de la salle de fitness. Mais quand ce n'est pas le cas d'une salle de fitness, par exemple, on peut donner des conseils. L'entreprise peut s'attacher les services d'un prestataire qui peut donner des conseils sur l'activité physique à la maison, la marche, le jogging, le vélo et tout ça, qui sont tous bénéfiques pour la santé du travailleur. Donc aujourd'hui, préconiser l'activité physique et régulière sur le travail est une bonne chose et cela est véritablement louable pour toute entreprise qui veut qu'il y ait une bonne santé pour ses travailleurs, pour qu'ils soient rentables et productifs. Alors docteur, quels sont les risques auxquels s'expose une personne qui n'a pas fait d'activité physique sportive pendant au moins une année? Alors pendant une année, nous avons fait une étude que nous avons présentée récemment sur une grosse population de travailleurs, qui avaient des travailleurs qui ne faisaient pas du tout, qui n'avaient pas du tout d'activité physique et sportive. Il y avait quelques-uns qui avaient plus ou moins une activité une fois en passant le week-end. Il y en a qui le faisaient 2 ou 3 fois par semaine. Il y en a qui le faisaient de façon régulière. Donc, étaient des sportifs de l'entreprise. Donc, au niveau du bilan sanguin de ces travailleurs, nous avons trouvé une nette évolution, une nette différence au niveau du cholestérol. Par exemple, on parlerait du HDL cholestérol, qui, plus il est élevé, plus le pronostic vital, la santé est bonne. Mais chez ceux qui ne faisaient pas beaucoup de sport, donc ce taux-là était très bas. Chez ceux-là qui ne faisaient pas beaucoup de sport, on avait une obésité déjà liée à une accumulation de graisse, donc mesurable par le tour de hanche, le tour de la taille. On avait aussi une bonne partie qui avait une pression artérielle élevée, ceux qui n'avaient pas d'activité physique et sportive, qui avait le taux de graisse élevé. On avait aussi le taux de sucre élevé chez ces personnes-là. Donc on a, comme on parle aujourd'hui en médecine, on a défini le syndrome métabolique en médecine là, et ce syndrome métabolique était retrouvé présent chez ceux qui ne faisaient pas une activité physique et sportive. Malheureusement, pour ces personnes-là qui avaient au moins 3 facteurs positifs dans le syndrome métabolique, elles étaient exposées à développer un diabète et des maladies cardiovasculaires dans les 2, 3, 5 années à venir. Cela serait couplé éventuellement avec des dépenses de santé incontrôlées, parce que ces personnes-là allaient dans tous les sens pour pouvoir rechercher un bon état de santé.
Et quand on va dans tous les sens, malheureusement, on va sur toutes sortes de spécialités et on augmente les frais de dépenses et commence à créer un absentéisme sur le travail et on commence à créer un stress parce qu'on est acculé par les chefs d'entreprise, on est acculé par soi-même parce qu'on recherche le bien-être et on n'est plus rentable. Alors, au niveau des maladies transmissibles, non transmissibles chroniques, vous évoquiez tout à l'heure l'AVC, n'est-ce pas? Oui, l'AVC. Alors, quelles sont les causes pour les travailleurs de s'exposer à l'AVC? Les causes, d'abord, il y a déjà le stress. Ce stress-là aussi peut provenir de une activité physique régulière. Un travailleur, je prends toujours le travailleur qui est dans un cadre de vie qui n'est pas bien conçu, bien organisé. Hein? Le travailleur qui part de chez lui avec un stress parce que son cadre de vie n'est pas trop adapté. Hein? Il a un quartier qui n'est pas bien organisé en matière d'aération, en matière d'espace vert. Donc il a un stress dans son quartier. Et dès qu'il sort de la maison le matin pour aller au travail, il a un stress parce qu'il n'a pas de moyen de transport. Ou quand il a un moyen de transport, il y a l'embouteillage. Et quand il arrive au travail, il a le stress parce que l'entreprise a décidé de lui coller des indicateurs des objectifs. Il doit atteindre ses objectifs. Il est stressé par cela. Il n'a pas le temps de manger. Et il n'a même pas le temps de penser à l'activité physique sportive. Donc il y a ce stress-là qui mine ce travailleur-là. Et quand ce stress-là de plus en plus important, il va aller perturber tous les organes nobles, toutes les pressions au niveau des artères, du cœur, du rein, et tous ces organes sont en branle, hein, et tout cela provient du stress. Et c'est comme ça que les maladies commencent à s'installer chez le travailleur. Voilà un peu l'origine de ce stress-là sur le travailleur. Le travailleur qui veut faire du sport, qui veut se donner désormais au sport, et quelle est la moyenne recommandée hebdomadairement? Je parlerai même de tous les jours, pas hebdomadairement. Hein. C'est l'activité physique régulière. Mais elle est à plusieurs degrés. Elle a plusieurs degrés. Vraiment, ce qu'on déplore, hein, ce qu'on condamne, hein, c'est vraiment ce travailleur. Je prends même depuis le chef d'entreprise. Ce travailleur qui est chef d'entreprise, qui est arrivé le matin dans son véhicule, qui ne conduit pas, qui a son chauffeur, qui est assis, qui lit le journal pendant 1h30, qui gare au boulot, qui s'assoit le matin de 8h à midi dans son salon feutré, sur son beau fauteuil, qui ne bouge pas, qui a son comité de direction, et après qui reçoit le travail, mais sans bouger, qui s'encrasse, qui mange même sur place. Et je pense que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à bouger, apprendre à organiser, même sur le lieu de travail, des petits espaces zen où le travail peut se retrouver, hein, après 2 heures de temps, aller se relaxer, avoir des moments de relaxation, de stressing. Et tout cela, ça détend les muscles et ça permet aux travailleurs de pouvoir faire bouger, se décrasser et éliminer tout ce qu'il y a comme accumulation de mauvais acides dans le corps ou des muscles qui sont dangereux pour le travailleur. D'accord. Alors récemment, en collaboration avec le patronat ivoirien, vous avez organisé une table ronde sur le thème activité physique et sportive, alimentation et santé en entreprise, un enjeu de performance. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette réflexion? Alors pour arriver à la réflexion, je voudrais revenir sur un autre aspect encore du stress. Hein, je voulais bien terminer le stress pour mieux. Il y a aussi la notion d'alimentation équilibrée qui est très importante. Cette alimentation équilibrée aujourd'hui, qui aujourd'hui n'est pas très bien perçue, n'est pas très bien connue. Elle est essentiellement basée sur un équilibre. C'est l'équilibre acide-base. Et vous avez aujourd'hui tous ces travailleurs qui sont stressés vont augmenter ce stress-là tout en développant une acidité dans le corps. Donc, ils ont une vie complètement acide. Et donc, ils auront tendance à revenir à la normale par un système d'autorégulation dans le corps. Mais cela va entraîner un déséquilibre des différents organes. Voilà comment la maladie pourrait s'ajouter, hein, à tout ce manque d'activité physique et sportive. Deuxièmement, cette alimentation aussi, a un rôle dans l'acidité parce que ce travailleur qui depuis ce matin ne bouge pas, n'a pas le temps de bien manger, va développer des sucs gastriques dans son corps. Le soir, quand il va rentrer à la maison, il va commencer peut-être pour certaines personnes à faire un petit after work où il va commencer à augmenter son acidité avec ses grillades, avec ses alcools, avec ses sucres, ses glucides et tout cela. Tout ça mélangé dans son corps, il va traîner certains cocktails, hein, qui va entraîner l'acidité dans le corps de ce travailleur.
Mais cette acidité-là, c'est celle qu'il faut combattre aujourd'hui. C'est celle-là qui est à l'origine de nos maladies. C'est celle-là qui entraîne le désordre dans la fonction de nos organes. Donc voilà comment du stress, on arrive à un déséquilibre des organes en passant par une alimentation déséquilibrée. D'où l'intérêt pour nous de tirer sur la sonnette d'alarme. Et ce qui nous a mené aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à organiser cette table ronde avec l'appui, avec le soutien du patronat. Cette table ronde pour mener la réflexion. Et pour nous, ça a été un point de départ. Ce point de départ qui est le plaidoyer auprès des chefs d'entreprise. Parce que nous avons une façon pyramidale. Hein. Nous allons commencer déjà par là-haut, par le sommet, par le top management. Hein, sensibiliser le maximum des chefs d'entreprise sur l'intérêt d'organiser l'activité physique et régulière sur le travail et organiser une alimentation saine et équilibrée. Donc pour cela, nous avons eu le concours de tous nos amis, tous nos experts qui interviennent dans l'activité physique et sportive, c'est-à-dire les coachs en matière d'activité physique. Et on a aussi l'expertise de nos amis des programmes nationaux d'alimentation, de la nutrition. Donc c'est ensemble que nous avons eu à débattre, à échanger. Cela a duré pratiquement 4 heures, un peu plus de 4 heures d'horloge, sur la problématique en fait. La problématique de l'activité physique et l'alimentation équilibrée pour lutter contre ces maladies non transmissibles qui sont aujourd'hui le gros fléau de la population, mais beaucoup plus aussi de nos entreprises en passant par le travailleur. Voilà un peu pourquoi nous avons pensé à organiser cette table ronde. Alors, dans vos actions, vous ciblez beaucoup le patronat, enfin le top management. Est-ce à dire que leur rôle dans l'engagement du travailleur à faire du sport est primordial? Plus qu'essentiel. Le travailleur ne peut pas lui-même librement engager, décider de faire du sport? Alors, le travailleur, il y a deux alternatives, il y a deux options. Le travailleur peut prendre sur lui, parce qu'il a compris le rôle, l'intérêt du sport. Il y a des patients qui nous disent, des travailleurs qui nous disent, docteur, je me sens de plus en plus mieux parce que moi-même j'ai décidé de faire du sport. Il y en a chez qui il faut expliquer qu'il faut faire du sport. À la limite, pour nous, il faut prescrire du sport. C'est là aussi un des intérêts de cette table ronde. Nous allons arriver à organiser la prescription de l'activité physique régulière par nos médecins. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que le sport, beaucoup de médecins ne sont pas pratiquants, ne font pas beaucoup de sport. Qu'est-ce que vous attendez du patronat? Le patronat, c'est déjà tous les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le patronat, il est très bien organisé. Hein. Il y a toutes ces organisations professionnelles qui sont réunies en association au sein d'une grande entité que l'on connaît qui s'appelle la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Il y a même à côté de ces grosses entreprises, il y a la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises qui fédère toutes les organisations des petites et moyennes entreprises. Donc vous avez des grandes entreprises, vous avez des moyennes entreprises, vous avez des petites entreprises. Et la hiérarchisation de nos entreprises fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qui ont, les grandes entreprises ont un service médical, ont un médecin qui est soit permanent, soit vacataire. On a d'autres petites ou moyennes entreprises qui n'ont même pas du tout de médecin, donc n'ont pas de service médical. Donc, chez ces entreprises, aujourd'hui, il est important de savoir qu'est-ce qu'on fait, qui va conseiller, comment on va organiser l'organisation, comment on va planifier l'organisation de l'activité. Donc, dans nos réflexions, nous allons arriver à créer, à mettre en place des plateformes mutualisées où ces différentes petites et moyennes entreprises pourront se retrouver, auront des conseillers qui vont faire de toutes ces entreprises-là pour donner des conseils utiles et pratiques sur le rôle de l'activité physique régulière et une alimentation saine et équilibrée. Tout en sachant que malheureusement ces petites et moyennes entreprises n'ont pas l'opportunité, l'occasion de pouvoir se réunir dans une bonne cantine ou même dans un bon cadre de restauration collective. C'est ça, c'est un problème. Nous en avons débattu. Aujourd'hui, en entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise veulent offrir un repas équilibré à leur travail. Il y a une problématique. Il faut savoir c'est quoi un repas équilibré. Qui a la compétence pour conseiller, pour proposer un menu équilibré en fonction de l'activité. Parce que le menu de l'ouvrier n'est pas le même menu que celui du manager qui dépense le moins d'activité. Donc il faut proposer un menu adapté. Il faut aussi organiser
le cadre même de la restauration, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aspects, depuis la livraison des vivres, le stockage des vivres, la chaîne de froid, le cadre même de préparation au niveau de la restauration. Il y a aussi même les compétences même des personnes qui surveillent toute cette chaîne de production. Il y a l'état de santé et la surveillance médicale de ce personnel-là, qui est quand même susceptible de nous donner des intoxications de masse dans les entreprises. Donc il faut réglementer tout cela. Donc aujourd'hui aussi, organiser une restauration collective d'entreprise est une problématique, parce que ce n'est pas donné à toute personne de pouvoir venir avec 2-3 casseroles et puis faire un petit feu dans la cour de l'établissement pour faire le feu. Non, pas du tout. Il y a trop de risques. Il y a des risques même d'incendie, il y a des risques même de qualité, il y a des risques de nuisance, il y a toutes sortes de risques. Il y a de l'expertise, il faut que ce soit bien organisé pour que le travail puisse avoir une bonne alimentation. Voilà. Donc c'est tous ces débats, toutes ces questions que nous avons soulevées lors de nos échanges. Okay. Alors quel est l'impact du manque d'activité physique et de l'alimentation non équilibrée sur la santé du travailleur et celle de l'entreprise elle-même? Alors, tout à l'heure, on a plus ou moins vu l'impact sur le travailleur. Je vous ai expliqué un peu par rapport au désordre, au niveau des hormones, au niveau des organes nobles et tout cela. Mais pour venir, pour parler de l'entreprise, et c'est là le gros de notre combat. Aujourd'hui, l'entreprise essaie de minimiser les risques professionnels. Les risques professionnels qui sont les accidents du travail, les maladies professionnelles. Mais à côté de cela, il y a les maladies chroniques non transmissibles qui ont un impact aujourd'hui sur la vie du travailleur. Et c'est cette organisation qui va falloir mettre en place. Ce plan de prévention qui va savoir mettre en place. Nous avons eu depuis plus de 20 ans, il y a peut-être 20 ans de cela, la problématique de VIH-Sida. C'est le VIH-Sida qui a été aujourd'hui déstabilisateur, qui a été ravageur, qui a désorganisé même notre système de santé en entreprise comme dans la communauté. Donc il y a eu des expertises qui sont développées. Donc on a compris qu'il fallait mettre en place en entreprise des comités SIDA. Malheureusement, nous n'avons pas légiféré là-dessus. Ces comités sont aujourd'hui chancelants et tout, malheureusement. Mais aujourd'hui, il faut penser à mettre en place des comités de santé. Donc, pensez à organiser, avoir un plan de prévention en entreprise comme ces maladies non transmissibles. D'où l'intérêt de cette plateforme au niveau du patronat qui va réfléchir sur l'harmonisation de ce plan de prévention, quel que soit le type d'entreprise, pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce plan de prévention qui va lutter contre ces maladies non transmissibles. Qui ont un impact comment? D'abord, au niveau de la rentabilité, au niveau de la productivité. Productivité comment? Il y a des coûts directs et il y a des coûts indirects. Les coûts directs sont bien précis, bien spécifiques. Un travailleur qui n'a pas été dépisté précocement, il va aller, parce qu'il a un cas d'assurance, il va faire le tour des cliniques à la recherche d'un diagnostic. Donc, il va augmenter le nombre de consultations chez des spécialistes. Il va augmenter le nombre d'examens paracliniques qu'on appelle des bilans, des radiographies, imagerie à la recherche d'un bon diagnostic. Il va augmenter la prise de médicaments, qui est soit l'automédication ou bien la prescription par différentes cliniques par où le passer. Il va même aller souvent avoir plusieurs hospitalisations. Et tout ça, nous appelons ça des coûts directs. Donc l'entreprise va peser, va sentir ce coût direct, ces coûts directs qui vont perturber les mutuelles de santé. À côté de cela, il y a les coûts indirects. Les coûts indirects, c'est quoi? Ça va être aussi ce travailleur-là qui est tout en partie, qui a des consultations chez plusieurs spécialistes, qui ne s'appuie trop sur le travail. Ce travailleur aussi, à la limite, va finir par entrer dans un état de stress parce qu'on ne va pas trouver sa maladie. Ou bien si on trouve sa maladie, que c'est une maladie chronique de longue durée, comment il fait? À qui il le dit sur le travail? Donc il rentre dans un état de stress. Ce travailleur finalement va rentrer dans un système de burn-out. Comme on dit, qu'il va péter les plombs et puis il va finir par chercher même à démissionner. Or, c'est un travailleur en général qui a une expérience, il est là depuis au moins 10-15 ans, qui a été bien formé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer, on va recruter. L'entreprise va investir pour recruter, elle va investir pour le remplacer, elle va investir pour former ce nouveau qui va arriver, mais qui n'aura pas les mêmes compétences. Donc l'entreprise va perdre de l'argent. Mais à côté de ça aussi, l'entreprise aussi qui a un système de santé qui n'est que déficitaire depuis un certain nombre d'années, va penser chaque fois à réorganiser ses taux de contribution. Elle n'a pas employé, qui chaque année ne fait qu'augmenter jusqu'à ce que le climat social soit menacé dans l'entreprise.
Et vous savez, quand le climat social est menacé dans l'entreprise, la productivité de l'entreprise prend un coup. Donc voilà des indicateurs que nous avons, qui nous permettent de pouvoir mesurer l'impact de la non-activité physique et régulière, de l'animation déséquilibrée sur le travail. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas de plan de prévention. Cela se chiffre à beaucoup d'argent, des millions, voire des milliards pour certaines entreprises, mais qui n'ont pas le temps de percevoir parce qu'il n'y a pas eu d'indicateurs. Et ces indicateurs, préalablement, il faut pouvoir les élaborer, il faut pouvoir les mettre en place. Ils sont mis en place par le défrichage, par une visite annuelle. C'est-à-dire investir dans la prévention. Donc, l'employeur doit pouvoir comprendre qu'il est important d'investir dans la prévention. Faire une visite systématique, une visite annuelle qui est bien dimensionnée, avec un bon rapport et une cartographie de son capital humain. Que les chefs d'entreprise apprennent à investir dans le capital humain, parce que c'est lui qui est le pourvoyeur de bénéfices, c'est lui qui est le pourvoyeur de richesses. Donc on va investir dans ce capital humain en faisant un bon bilan de santé, un bon programme de prévention. Donc il est important aujourd'hui, et c'est un appel qu'on lance aux chefs d'entreprise aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont à la recherche de certifications, soit ISO, normées ISO, RSE et tout ça. Mais la composante du capital humain, aujourd'hui, je dirais qu'elle est un peu, laissée pour compte. Ils n'ont pas aujourd'hui d'indicateurs précis pour savoir qu'est-ce que cette entreprise qui est certifiée ISO a fait pour son capital humain. D'où elle est partie comme indicateur et où est-ce qu'elle en est arrivée. Est-ce qu'elle a su mesurer ce qu'elle a pu apporter sur ce capital humain qui lui permet d'avoir des richesses, qui lui permet d'avoir des bénéfices, qui lui permet de pouvoir se développer. Docteur, pouvez-vous nous donner une idée des maladies chroniques non transmissibles? Il y a l'hypertension artérielle. Oui. L'OMS a bien défini ces maladies non transmissibles. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les cancers, toutes sortes de formes de cancers. Cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du foie, tout ça qui sont en recrudescence en entreprise. Bien entendu à cause de l'alimentation et du stress. Et il y a les maladies cardiovasculaires, il y a au finish de tout ça, il y a la maladie rénale. Il y a la maladie rénale, l'insuffisance rénale aujourd'hui, qui est un véritable plomb pour nos économies aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher ce dépistage précoce pour voir, pour prévenir cette insuffisance rénale, ce n'est pas encore trop dans nos habitudes, dans nos réflexes. Malheureusement aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de nos travailleurs sont à la recherche de diagnostic. Ils viennent vers le médecin pour lui imposer leur vision. Oui, bonjour docteur, je suis venu vous voir parce que j'ai mal au dos, je vais aller faire un scanner, je vais faire une IRM. Je dis, ben, vous voulez faire une IRM, un scanner, et puis après, si on ne trouve rien, quelle étape suivante, c'est quoi? Non. Prenez le temps de venir poser votre problème au médecin, échanger avec le médecin. Malheureusement, comme je le dis, c'est encore notre problématique. Nous n'avons pas de médecin de famille. Le principe de médecin de famille n'est pas connu. Donc aujourd'hui, le pauvre travailleur, à part son médecin d'entreprise, souvent s'il peut faire la consultation, vacille, va de médecin en médecin, donc impose ses désidérata, je veux faire ça. S'il n'a pas accepté, on va venir notre médecin, je vais faire ça. Bon, comme il y a une carte d'assurance, il accepte, on fait un scanner, on fait une IRM, on trouve rien en avance, on crée un stress au travailleur, on crée notre problème. Parce que sur 100 hernies discales, c'est pas très sûr qu'il y ait au moins 10 qui soient, à part les 10 qui sont véritablement les hernies discales, le reste, ça peut être de façon réflexe. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne aussi à revenir sur le mode de vie des travailleurs. Ils vivent comment? Ils mangent comment? Ils se déplacent comment? Dans quel cadre il évolue? C'est ça qui est important. Donc pour parler aujourd'hui de toutes ces problématiques-là qui, mine de rien, n'ont pas été identifiées, mais qui sont la source de beaucoup de désordres dans nos dépenses de santé. Alors, docteur, ce sera la dernière question. Après cette réflexion avec le patronat ivoirien, quelles sont les prochaines étapes des actions de l'AMESI? Alors, cette plateforme qui va être mise en place entre les médecins, le patronat, travailler de concert avec le ministère de la Santé, parce qu'au ministère de la Santé, il y a des programmes. Il y a le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, il y a le programme de lutte contre le cancer, il y a le programme de lutte contre les hépatites. Donc, tout cela ensemble, nous allons nous mettre ensemble pour créer cette plateforme-là, pour le secteur privé. Et c'est cette plateforme-là qui va mettre en place ce véritable plan d'action
avec des activités bien coordonnées. Ces activités qui vont passer par l'information, qui vont passer par la communication, qui vont passer par la sensibilisation, qui vont passer par les approches de dépistage, de précoce, de prévention, d'organisation des soins et soutien de ces travailleurs, et puis aussi savoir aussi penser à faire de la recherche opérationnelle, la recherche-action. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé détient des populations fixes. Et je pense qu'on peut bien suivre ces populations-là et puis faire de la recherche pour pouvoir les documenter et puis enseigner après dans le futur pour dire voilà, faites ça parce qu'on a ça comme problème. Et puis ça pourra aussi pouvoir nous générer des financements pour pouvoir financer ces actions-là pour le secteur privé et bien entendu les communautés environnantes. C'est comme ça qu'on partira rentrera dans le système de partenariat public-privé. Comment le leadership du secteur privé peut s'étendre sur la communauté pour pouvoir faire bénéficier aux clients du secteur privé, aux communautés défavorisées, et ses expertises, ses approches et ses acquis du secteur privé. Ensuite, donc, après ce plan d'action, nous avons pensé à... nous avons deux piliers essentiels. Il y a d'abord l'activité physique et sportive. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a bon nombre de travailleurs qui se lancent dans les salles de sport. Et dans les salles de sport aujourd'hui, on a des choses qui sont vraiment impressionnantes. On a des coachs qui n'ont pas encore cette formation, c'est sur la notion de santé. C'est vrai qu'il faut aller dans une salle de remise en forme, mais derrière, il y a la santé. Donc, il faudra aller à former ces coachs-là des salles de remise en forme sur la notion de santé pour un meilleur encadrement. Donc, nous allons arriver à cartographier ces salles de sport-là, former ces coachs-là des salles de sport sur tous les outils. Donc, on aura des normes par rapport aux salles de sport. Qui est-ce qui est pète salle de sport? Qui est pète salle de remise en forme et salle de santé? Et ensuite, derrière, là, cette cartographie sera mise à la disposition des entreprises pour qu'elles puissent envoyer sponsoriser un peu, payer des activités de sport pour leurs travailleurs. Bien entendu, nous allons aussi penser à légiférer sur cette action-là. Parce qu'il faut encourager les entreprises qui investissent dans la promotion de la santé. Et ensuite, c'est nos amis, les confrères médecins. Aussi, quand même, il faut que nous arrivions à quand même signer cette charte-là de la prescription de l'activité physique régulière à nos patients. Savoir prescrire de l'activité physique régulière, c'est celui qui n'est pas malade, c'est celui qui est malade avec une maladie, c'est celui qui doit pouvoir éviter une complication, c'est celui qui a la consulvé, qu'il ait le cancer, qu'il ait le diabète, qu'il ait l'hypertension artérielle. Tout le monde peut faire du sport, mais à un degré, à un niveau assez précis, mais avec une assistance, un accompagnement. Parce qu'il y a une évaluation avant de faire du sport. Ensuite aussi, nos chefs d'entreprise vont pouvoir signer cette charte-là. Cette charte-là qui va les engager à pouvoir organiser l'activité physique et régulière. Et ensuite, nous allons arriver à organiser vraiment ces assises, les premières assises du sport et de la santé en entreprise. Je pense qu'au cours de ces assises-là, nous allons arrêter assez de directives dans le sens de la promotion de la santé en entreprise. Et après, nous verrons ensuite les autres étapes qui sont éventuellement le guide pratique de l'activité physique régulière en entreprise, le guide pratique de l'alimentation du travailleur en entreprise. Comment organiser la restauration collective. Quelles sont les étapes d'une bonne organisation de travail en entreprise. Donc voilà un peu les gros chantiers que nous avons qui vont tous aller dans le sens de la prévention parce que notre leitmotiv c'est la prévention et derrière la prévention il y a la promotion de la santé du travailleur pour une bonne économie. Alors, merci et à très bientôt, docteur. Je vous remercie, chers Antoinette, je vous remercie et à très bientôt.